très contente et toute la médiathèque est très contente qu'on puisse vous accueillir ici pour la clôture du jury BD, du coup de la saison 2020-2021. Alors je vais commencer, roulement de tambour, par annoncer les gagnants des jurys adultes et jeunesse, puisque vous avez tous voté. Donc pour le jury adulte, le grand gagnant cette année, ça a été Podum, qui a déjà gagné plein de prix depuis sa sortie. Donc voilà, ça c'est en première place. En seconde place, c'est Au bonheur des dames d'Agnès Maupré qui est présente aujourd'hui. Et en troisième position, c'est le tome 1 de la série Charlotte Impératrice. Et ensuite, comme on avait fait les votes autant pour le scénario que le dessin, on a pu faire une catégorie meilleur dessin, c'est le tome 1 du Convoyeur qui a gagné le plus de points en dessin. Et pour le meilleur scénario, ex aequo, c'est Podum et Au bonheur des dames qui ont gagné. Et en ce qui concerne le jury jeunesse, le grand gagnant c'est Cariba en première position. Ensuite, il y a eu le tome 1 de la série Les Omniscients en 2. Et en troisième position, le tome 1 de la série Lulu et Nelson. Et par contre, pour le meilleur dessin et le meilleur scénario, c'est Cariba qui a eu les deux, qui a raflé toute la mise. Voilà. Et alors, je sais que d'habitude, les jurys ici se clôturent plutôt par un temps de discussion entre participants où chacun dit un peu les titres qu'il a aimés, ce qu'il a pensé de la sélection, etc. On va pas le faire cette année pour surtout une raison, c'est que malheureusement avec le Covid, on a des jauges qui sont limitées, donc on n'aurait pas pu de toute façon accueillir tout le monde pour faire ce moment de discussion. Donc voilà, la clôture ce sera plutôt une rencontre d'auteurs cette année, et puis l'an prochain on va essayer à la fois de faire des rencontres d'auteurs à certains moments et aussi de faire cette clôture et ce moment de discussion un peu convivial entre nous si la situation sanitaire le permet. Voilà. Est-ce qu'il y a combien de participants ? Ça dépend. En jury adulte, je pense qu'il y avait une trentaine de participants peut-être cette année et un petit peu plus en jeunesse. Mais voilà, disons, l'an dernier, il y avait eu peut-être une cinquantaine d'inscrits. Et autant pour le lancement que pour les clôtures, habituellement, c'est un moment où tout le monde peut venir dans cette salle et qu'on discute tous ensemble. Là, clairement, on n'a pas le droit de faire ça pour l'instant. Voilà. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on est ravis de rencontrer Agnès Maupré, qui est donc la scénariste et illustratrice d'Au bonheur des dames, l'adaptation du roman d'Émile Zola, qui a donc eu le deuxième prix du jury. On est vraiment contente de la recevoir, elle vient du Havre spécialement pour nous. Donc, et je suis contente de venir. C'est super chouette. Et voilà, donc on va discuter, et puis après, si vous avez des questions à poser à Agnès Maupré en fin de rencontre, ce sera avec grand plaisir. Alors Agnès Maupré, vous êtes dessinatrice et scénariste de bande dessinée. Vous avez aussi bien travaillé sur des ouvrages destinés à la jeunesse que aux... je pense que en fait mon micro n'a plus de pile. C'est pas grave, je vais parler fort. Et vous avez travaillé sur des ouvrages qui sont aussi bien destinés à la jeunesse qu'aux adultes. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a plusieurs des livres d'Agnès Maupré qui sont disponibles ici. Vous pourrez les emprunter par la suite ou les acheter auprès de notre libraire partenaire Impression à l'issue de la rencontre. Donc j'aimerais que vous vous présentiez pour commencer tout simplement, que vous vous expliquiez un peu votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à être dessinatrice aujourd'hui. C'était pas simple ça comme question quand même. Je sèche, tiens. Au départ, moi quand j'étais petite fille, je voulais être romancière, je pense. Et à l'adolescence, comme beaucoup d'adolescents sûrement, je me suis trouvée trop bête pour faire ce que je voulais. Et du coup, je pense que j'ai eu l'impression que dessinatrice, ça pouvait se faire en étant un peu stupide. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Et j'ai vraiment pris goût à la bande dessinée parce que c'est une façon un peu particulière de raconter où les mots et le dessin ont autant de poids l'un que l'autre. Et du coup, on fonctionne vraiment à l'équilibre et il faut que les deux choses se tiennent par la main et avancent ensemble. Et il ne faut pas qu'il y en ait une qui prenne le pas sur l'autre. J'imagine que si vous êtes lecteur de BD, vous avez déjà vu des dessins superbes avec des scénarios nazes et vous savez à quel point c'est frustrant.
Et l'inverse finalement est moins frustrant. Un dessin moche qui sert bien une bonne histoire, c'est moins énervant que l'inverse. Mais du coup, il faut vraiment trouver un équilibre un peu harmonieux et un peu joli entre les deux. Et c'est quelque chose qui m'a assez fascinée quand j'ai commencé la bande dessinée vers 16 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a mis des bouquins dans les mains que j'ai vraiment beaucoup aimés, comme Ghost World de Daniel Close et Le petit monde du golem de Sfar. Et puis j'ai eu l'impression que c'était un truc que j'allais aimer faire. Et effectivement, depuis, j'ai pas arrêté. Et après, il a fallu que je dépasse mes complexes sur l'écriture parce que finalement, je me suis formée aux Beaux-Arts, donc j'ai appris à dessiner là-bas. Et je crois que j'en suis toujours à essayer de dépasser l'impression d'être trop débile pour écrire. Et j'ai fait un master de création littéraire au Havre. Et maintenant, j'essaye aussi d'être parolière de chansons. Et petit à petit, d'apprivoiser ce rapport-là. Parce que j'adore écrire, en même temps, c'est pas un rapport hyper pacifié que j'ai avec ce truc. Et c'est marrant que vous commenciez par parler de ça, parce que c'était précisément ma question suivante, c'était votre rapport avec la littérature. Parce que vous avez illustré beaucoup de livres de littérature jeunesse, et puis surtout en BD, vous avez fait beaucoup d'adaptations littéraires, que ce soit justement avec Au bonheur des dames, mais il y a d'autres travaux avec la série Milady de Winter. C'est un personnage qui est créé par Alexandre Dumas au départ, que vous avez mis en scène, et puis vous avez aussi scénarisé avec Saint-Jean au dessin une bande dessinée sur Tristan et Iseult, donc il y a beaucoup ce rapport à la littérature dans votre travail en fait. Disons que quand j'ai vraiment aimé des histoires, des livres ou des légendes, j'ai tendance à les re-raconter beaucoup à des amis, à mon gamin, et je pense que du coup, quand c'est vraiment mes histoires chouchoutes, j'ai aussi envie de les raconter en bande dessinée. Donc c'est ce qui s'est passé avec Tristan et Iseult, qui pour le coup est une histoire que j'ai adorée au collège et que j'ai racontée 1 million de fois au fil des ans. Et qui a la particularité finalement de ne pas être un roman. Pour moi, Tristan et Iseult, c'est pas une adaptation parce que c'est un mythe et que du coup la vocation du mythe est de passer dans plusieurs bouches et dans plusieurs plumes et de se transmettre et de se transformer. Du coup, pour le coup, je me considère pas comme un auteur d'adaptation sur Tristan et Iseult, mais comme le maillon d'une chaîne de transmission. Ce qui n'est pas le cas pour Au bonheur des dames, où évidemment c'est le roman de Zola. Et il y a aussi une autre chose qu'on voit beaucoup dans votre travail, enfin dans différentes œuvres, c'est la reconstitution historique. Vous avez beaucoup de récits qui se passent entre le XVIIe et le XIXe siècle en gros. Ouais, c'est un peu fortuit, parce que bizarrement j'étais pas une passionnée d'histoire à l'école et je le suis pas devenue depuis, mais parfois je me prends de passion pour des moments ou des personnages, et je crois aussi qu'un des trucs que j'aime faire dans ce métier, c'est apprendre des choses en faisant un livre et découvrir un domaine que je connaissais pas et explorer, voyager. Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, finalement, le boulot d'auteur, c'est un truc qu'on fait tout seul, chez soi, à son petit bureau. Et d'une façon ou d'une autre, il faut que quelque chose voyage. Et si c'est pas le corps, il faut faire voyager un petit peu le cerveau, parce que... Mais c'est fortuit, c'est pas vraiment une volonté de ta part de travailler. Non, j'ai pas une passion pour l'historique. Non, mais après, je me suis vraiment régalée dans certaines recherches, notamment sur le Chevalier d'Éon. Parce que Milady de Winter, c'était encore une chose, parce que finalement, toute la trame était dans Dumas, donc je m'en suis libérée, mais la trame était là. Du coup, c'était assez facile de créer dedans. Mais par contre, pour le Chevalier d'Éon, qui était un personnage qui avait vraiment existé, qui avait réellement été espion, il fallait comprendre ce que ça voulait dire être espion du temps de Louis XV. Ouais. Et en ayant assez peu d'idées de quelle était la géopolitique de l'époque et d'à quoi ressemble un boulot d'espion. Ni maintenant, ni... Et du coup, j'ai lu pas mal de choses sur le service secret de Louis XV, qui était un truc un peu particulier parce que finalement, ce roi-là avait tendance à avoir du mal à trancher et à assumer complètement ses décisions, et du coup
son service secret avait tendance à faire l'inverse de ce que faisait sa diplomatie officielle en foutant un bordel sans nom. Et du coup, c'était assez intéressant de se plonger là-dedans, mais pour comprendre un dixième de ce qu'il y avait à comprendre, j'ai lu des milliers de pages, donc ça me demande vraiment un boulot énorme de comprendre quelque chose à de l'historique. Et particulièrement à du politique. Oui. Mais globalement, je trouve toujours que pour raconter une histoire, pour raconter un moment, un milieu, quelque chose, il faut savoir beaucoup de choses qui sont pas dans le livre. Il faut savoir beaucoup plus et sur les personnages et sur tout le reste. Oui, et puis il y a pas que ce qui va passer par le texte ou par l'histoire, il y a aussi tout ce qui est visuel, de faire une reconstitution peut-être des costumes, je sais pas, des habitations de l'époque, enfin il y a énormément de choses qui vont entrer en jeu. Oui, et décider à quel endroit on décide d'être fidèle historiquement et à quel endroit on s'en fiche complètement. Par exemple, sur Au Bonheur des Dames, je sais que je me suis demandé comment les clients quittaient le magasin, comment ils avaient emballé leurs achats. Et en même temps, c'est pas si important que ça non plus. Et pareil, sur le Chevalier d'Éon, je m'étais demandé s'il était possible que quelqu'un ait un aquarium avec un poisson rouge. Une fois, en festival, j'avais rencontré des auteurs de la collection Calandre, qui apparemment est une collection de BD vraiment liée au récit de voitures. Donc ça se passe à chaque fois dans des voitures dont les modèles sont précis et documentés, et c'est des bandes dessinées qui sont lues par des fans de voitures. Et les pauvres auteurs me racontaient à quel point c'était terrible pour eux parce qu'ils peuvent pas se permettre la moindre fantaisie sur leur truc, parce que s'ils ont le malheur de mettre un pare-choc de 64 sur un châssis de 63, ils vont se faire allumer par leur lecteur. Et c'est vrai que globalement, je suis assez heureuse de ne pas avoir ce lectorat-là et de pouvoir être un peu approximative. Oui, et puis même il y a des moments où, dans Au Bonheur des Dames, par exemple, il y a, même au-delà de la reconstitution historique précise ou pas, il y a des moments de liberté, de lâcher prise dans le dessin, où on comprend là que on n'est même plus dans un récit littéraire, quoi. C'est des passages je pense à des dessins un peu pleine page, très poétiques, où là on sait qu'on est dans autre chose que dans Zola, quoi. Alors c'est vrai que les dessins pleine page dans Bonheur des Dames, c'était un peu ma soupape aussi, parce que moi, je suis rentrée dans le dessin avec les personnages et avec le mouvement. Vraiment, ce qui m'intéressait au départ, c'est de dessiner des gens et des animaux. Et par contre, dans Au Bonheur des Dames, le magasin, c'est quand même le personnage principal presque du roman. Et toute l'avancée du roman, c'est le magasin est de plus en plus grand, de plus en plus luxueux, et il y a de plus en plus de monde dedans. Du coup, évidemment, c'était une tannée sans nom à dessiner, parce que moi qui déteste dessiner des décors, là, il fallait qu'il y ait des décors et qu'ils soient de plus en plus frimes, et des foules tout le temps. Parce que le magasin n'a pas le droit de désemplir, donc c'est que... Je me disais, au début, quand j'ai commencé ce bouquin, je me suis dit non, mais ça va, je vais poser un peu la foule et puis après, je vais m'en sortir avec des fonds de couleur. Mais en fait, pas du tout. J'ai vraiment très peu de cases où j'ai pu faire des fonds blancs. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Au Bonheur des Dames, puisque c'est principalement le livre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qui était dans la sélection et celui que tout le monde a lu ici. Comment est-ce qu'il est venu le projet? Est-ce que c'était une idée, c'était votre idée? Vous aviez cette envie-là d'adapter un Zola? Est-ce qu'on vous l'a proposé? Comment ça s'est mis en place en fait? Alors, c'est vrai que les Rougon-Macquart, moi, c'est un truc qui m'a accompagnée longtemps. On en parlait avec le collègue libraire au fond, qui les a lus presque tous d'un seul coup. Moi, je les ai pas lus d'un seul coup, je les ai plutôt lus 3 par 3, en m'arrêtant à chaque fois 6 mois, 1 an entre deux salves, parce que moi, ça me fiche un bourdon terrible, Zola, j'adore, mais vraiment, ça me flingue le moral. Et en même temps, ça se lit comme une série télé, parce que c'est quand même une saga. Et dans tout ce pessimisme et cette négativité que peut charrier Zola, il y avait Au Bonheur des Dames qui se trouvait être une sorte d'élément presque un peu naïf et quelque part rayonnant, et je
sais pas, assez frais, assez printanier par rapport au reste de Zola. Et j'ai toujours été particulièrement fascinée par celui-là, notamment par le personnage de Denise, qui pour moi est un des plus beaux personnages de la littérature, parce que c'est pas une femme panthère, c'est pas une femme forte au sens où on l'entend, c'est pas Kill Bill, c'est pas Milady de Winter, c'est pas une guerrière à première vue. Mais après, sous son apparence chétive et l'envie que peuvent avoir tous les autres de la rudoyer, c'est quand même quelqu'un qui s'appuie sur des valeurs morales fortes et qui a un but qui est à la fois très simple et très ancré chez elle, qui est de mener sa vie dignement, honnêtement, sans écraser personne et en faisant vivre sa famille. Alors, quelque part, ça paraît con comme ça, mais elle est prête à tout ce qui ne renverse pas ses valeurs morales, mais par contre, elle ne transgressera jamais, elle n'humiliera jamais personne pour obtenir ce qu'elle veut. Et du coup, je trouve que c'est un personnage qui est assez atypique et assez étonnant. Et donc, j'étais très attachée à ce personnage de Denise Beaudu, qui en plus se trouve avoir le nom le moins sexy de toute la littérature française aussi. Oui, je sais pas s'il y a un concours des noms le moins sexy dans la littérature, mais... Il y a t'inquiète. Non mais Beaudu, quoi. Oui. Et oui, du coup, ce livre vous avez particulièrement marqué. Ouais, ce livre m'avait marqué. Je pense que j'ai toujours eu quelque part en tête de faire quelque chose avec. Alors pas forcément l'adapter en BD, mais peut-être faire des illustrations. Parce que je crois que je regrette un peu que dans la littérature adulte, il y ait très peu d'illustrations. J'aimerais bien illustrer des livres adultes parfois. Et donc il y avait un éditeur chez Casterman, Martin Zeller, qui rêvait de faire adapter toute la saga des Rougon-Macquart par divers auteurs. Et donc moi je lui ai dit non mais si j'adapte du Zola, c'est au bonheur des dames. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était pas possible parce qu'il travaillait déjà avec une autrice là-dessus. Donc, je lui avais dit, non, tant pis. Il m'a dit, oui, mais tu veux pas faire l'œuvre ou l'assommoir? Non. Et voilà, mais finalement, l'autrice en question a laissé tomber. Et j'ai récupéré le bébé et voilà, quoi. Et le scénario, je me suis amusée comme une petite folle. Je l'ai gratté en un mois, je crois, l'été. Et en essayant de voir ça presque comme un léger vaudeville. Parce que finalement, on voit toujours le côté naturaliste de Zola, mais il y a aussi souvent dans les relations amoureuses quelque chose d'un peu... d'un peu naïf. Je vois pas vraiment d'autres mots, mais on sent quelque part que Zola voulait être poète et qu'il aurait voulu faire quelque chose parfois de très floral et que ça correspondait pas à sa nature. Du coup, à chaque fois qu'il essaye, ça foire un peu et il y a quelque chose qui me touche beaucoup là-dedans, qu'on retrouve dans certains de ses livres comme La faute de l'abbé Mouret, par exemple, où il y a un personnage qui se retrouve à mourir après avoir mis trop de fleurs dans sa chambre. C'est des trucs, pour le coup, c'est pas naturaliste. C'est entre poétique et en même temps un peu cruche. Je sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui me touche là-dedans, dans ce mélange de naturalisme, de pessimisme vraiment noir sur la nature humaine, qui est, pour le coup, à mon avis, non plus pas réaliste. Parce que finalement, oui, la mesquinerie humaine est réaliste, mais il n'y a pas que ça. Et le fait de dépeindre que la mesquinerie, ça fausse un peu l'analyse humaine, à mon avis, chez Zola. Mais du coup, le scénario, ça a été un moment... l'écriture du scénario, ça a été un moment très agréable, très spontané. Ouais. Mais est-ce que, avant ça, tu avais relu le livre ou non, c'était juste basé sur les souvenirs des différentes lectures que tu en avais faites auparavant? Ça s'est fait comment? J'ai fait un peu les deux ensemble. J'ai essayé de me baser plus sur ma mémoire. Mais pour que ce soit plus libre dans la création. Soit plus libre. Mais tout ce qui est marrant, finalement, c'est que l'architecture elle-même de Zola est monstrueusement solide.
Et elle est vraiment construite sur des principes de répétition, notamment dans le Bonheur des Dames. Ça va être le magasin qui grandit avec à chaque fois une grande vente. Enfin, c'est vraiment rythmé et relativement répétitif et surtout très solide, ce qui fait qu'on peut virer une partie des piliers, ça tiendra quand même parce que c'est une construction irréprochable. C'est vraiment une construction béton. Et à côté de ça, un des trucs qui fait le charme et la personnalité de Zola, c'est les descriptions. Mais finalement, quand on passe à de la BD, ça veut dire qu'on va virer toutes les descriptions et les remplacer par du dessin. Ce qui, pour les descriptions visuelles, marche très bien. Par contre, pour tout ce qui est fonctionnement de la machine qui est décrite, là, il va falloir passer par du dialogue. Et le problème de ça, c'est qu'il ne faut pas que ça ait l'air d'un cours. Il ne faut pas que ce soit un pensum, il faut que ça puisse se faire de façon un peu fluide. Alors, ça reste quand même une BD très bavarde, mais j'ai essayé de faire au mieux pour que ce soit pas trop lourd le fonctionnement de ce truc-là. Et ce qui est marrant aussi, là où il y a une certaine liberté, c'est que Zola, c'est vraiment pas un dialoguiste. Il y a très peu de dialogue sur un roman de Zola. Donc tout est à inventer. À la fois la trame, je pense que je l'ai respectée presque à la lettre. Je l'ai allégée, mais je l'ai gardée. Et à la fois, il n'y a pas un mot dedans qui est de Zola, parce que rien que le passage d'un média à l'autre fait qu'aucun mot peut réellement être conservé. Oui, parce qu'en fait, voilà, il y a par exemple des passages explicatifs qui vont devenir un dialogue, et puis du coup, le dialogue, c'est l'occasion de mettre deux personnages en scène, et puis ces deux personnages, ils vont déambuler dans le magasin, et en même temps, on va avoir différents espaces, et en même temps, quand ils marchent dans un espace, on va avoir une autre scène qui se passe en fond, qui est un autre moment du récit. Enfin, ça permet de... Enfin, faut remanier tout le matériau, en fait, mais ça permet d'amener plusieurs choses en parallèle d'un autre point de vue. Oui, c'est ça. Avec la difficulté d'essayer d'être un peu très compréhensible dans le bazar que c'est, du fait que on décrit quelque chose de fourmillant et à la fois on décrit un truc très précis de fonctionnement, tout ce qui est comment les gens sont payés, comment les envois sont faits, le système publicitaire. Avec évidemment un des trucs qui m'intéressait là-dedans, outre le personnage de Denise, qui est de se repencher sur le début de la société de consommation et du capitalisme. Aujourd'hui, à une époque où on se prend quand même le revers de bâton avec le changement climatique notamment, et c'est amusant de voir ce moment où le début de cette société mercantile est presque poétique aussi, et presque quelque chose, c'est quelque chose de nouveau avec l'enthousiasme que ça véhicule, et c'est vrai qu'à travers le temps et l'espace, on a un peu envie de leur crier non mais vraiment c'est pas une bonne idée les mecs, ne le faites pas parce que... Mais ouais, mais effectivement, il y a deux thématiques qui sont super intéressantes dans Au Bonheur des Dames, qui en fait une histoire quand même assez actuelle. C'est de voir justement ce parallèle avec la société de consommation d'aujourd'hui, et de voir que c'est un peu là que ça a commencé, l'achat frénétique. Et puis il y a aussi la question de la place des femmes dans cette société. Oui, elles sont dans Au Bonheur des Dames de deux types principalement. Il y a les acheteuses compulsives qui sont les bourgeoises qui ont de l'argent à dépenser et qui ont l'air des fois un peu hystériques ou frivoles. Et puis il y a les vendeuses qui sont habillées en noir. Et c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que c'est traité, cette vision de la femme dans le récit. Là, c'est vrai qu'il y avait aussi un truc qui m'intéressait sur le costume lui-même, parce que finalement, si on va piocher dans les époques avant, les hommes avaient de la couleur et de la franfreluche, enfin les hommes de milieu aisé, mais c'est au 19e que vraiment l'homme revêt le noir, le sérieux et la responsabilité, et que la femme écope de la frivolité et des couleurs. Et finalement, c'est un deal qui est mauvais et pour l'homme et pour la femme, puisque je pense que tout le monde a besoin à la fois de sérieux et de frivolité, et d'avoir vraiment augmenté à cette époque-là la dissymétrie entre les hommes et la femme. Ça aussi, c'est un truc dont on paie le prix aujourd'hui. Et ces costumes, tous les tissus, les matières, il y a beaucoup de descriptions aussi justement des noms de matières, des noms de tissus dans le livre Au Bonheur des Dames. Et dessiner tout ça, ça devait être quand même
super ouais, chatoyant. C'est assez marrant. D'autant plus que le 19e, il y a beaucoup de matière. Déjà, si on parle du Paris lui-même, le Paris haussmannien, il existe toujours. Il suffit de se promener et de virer les devantures H&M et puis ça va, c'est le même Paris. Et c'est l'âge d'or de la gravure, donc il y a énormément de visuels à ce niveau-là qu'on peut retrouver. Et c'est au niveau des robes, c'est l'époque des premiers magazines de mode aussi. Donc il va y avoir le journal des demoiselles, tout ça, donc on peut vraiment trouver des modèles de robes assez facilement. D'accord. Et vous êtes basé, tu t'es basé entre autres là-dessus pour les dessiner ? Ouais, je me suis inspirée de ça. Après j'ai fait mon micmac en mélangeant les nœuds et les types de dentelles, mais oui. Et puis parce qu'en plus, plus on avance dans le livre et plus le magasin s'agrandit, il y a plus de produits. Certains personnages de femmes deviennent de plus en plus hystériques sur l'achat et puis il commence à y avoir vraiment des coiffures avec des fleurs et des oiseaux. Enfin, il y a des trucs, mais c'est difficilement réaliste ou difficilement crédible. Et ça, c'est vraiment des choses que tu as vues sur des images ou que tu as inventées parce que juste il fallait que ça devienne de plus en plus fou. Alors, honnêtement, c'est là que la réalité historique, je sais plus trop, parce qu'il existe vraiment des coiffures de dingue, mais je me rends pas compte, dans un grand magasin à l'époque, en journée, quel pourcentage de nanas se trimballaient avec des costumes vraiment fous et quel pourcentage de femmes du peuple avec juste des jupons marrons. Ça, pour le coup, vraiment, je sais pas tellement. D'accord. Et sur le travail des couleurs aussi, parce que justement on le disait, là il y a un parti pris qui est assez particulier, c'est une BD qui est quand même pas mal colorée et en même temps il y a toujours ce gros noir bien noir qui revient à chaque fois parce que les vendeuses et vendeurs sont habillés en noir, c'est la tenue obligatoire et donc il y a ce contraste entre une chatoyance et puis quelque chose de très terne. Et du coup, je voulais un peu savoir comment ça s'est passé déjà le travail des couleurs. Et puis, je sais que tu as travaillé avec un coloriste pour la BD qui s'appelle Grégory Elbaz. C'est ça. Et alors, pourquoi dans certains de tes livres, c'est toi qui fais directement le traitement des couleurs. Cette fois-ci, pourquoi être passé par un coloriste? Et puis, ça s'est pensé comment? Alors c'est très bas du front pour le coup comme réponse, c'est que je pensais vraiment qu'il fallait de la couleur ordi pour que ce soit un peu calme visuellement, et moi je fais pas de la couleur ordi, enfin pas sur autant de pages. Je suis capable de coloriser 5-6 pages sur Photoshop, mais après je passe pas trop longtemps sur un ordinateur, ça me stresse. Et donc, avec Grégory, on avait déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises parce qu'on s'est connus sur le dessin animé du chat du rabbin. Et il m'avait déjà colorisé le journal d'Aurore. Donc, on se connaît bien, on est copains. Et c'est super de bosser avec lui parce que, déjà parce qu'il est très doué, très inventif, et puis il se formalise pas. On peut vraiment faire des ping-pong et je peux réagir à ses couleurs et on trouve ensemble un truc qui nous satisfait tous les deux. Et je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui me laisserait repasser sur ces fichiers comme je l'ai fait. D'accord. Et du coup, il y avait d'entrée de jeu ce parti pris, il y aura beaucoup de couleurs et il y aura du noir. Ouais. Et ça va jouer sur ce contraste. Ouais. Et du coup, lui, il colorise avec une tablette. Oui, je pense, ouais. Et toi, ça se passe comment ton travail de dessin, quels outils tu utilises? Comment ça se passe justement la création depuis en gros les premiers crayonnés, les premières esquisses, l'ancrage, et quand tu utilises la couleur aussi, toi, comment tu travailles? Quand je colorise moi, ça va être soit de l'aquarelle, soit des encres de couleur et du pinceau. Et l'ancrage, sinon c'est toujours de l'encre et de la plume pour moi. Et donc dans la chaîne de fabrication, en général il y a un carnet où je cherche les personnages, ce qui est la partie vraiment la plus libre et la plus dynamique du travail, le moment où je ne sais pas à quoi vont ressembler les personnages, et puis petit à petit ils apparaissent. Il y a des scènes aussi qui apparaissent et je commence à avoir une vague idée de ce que pourra être le bouquin à l'arrivée. Et puis après je crayonne et
Et avec une table lumineuse, donc avec un éclairage par-dessous, je fais mon ancrage. Ouais. Et là, sur Au Bonheur des Dames, comme effectivement j'ai beaucoup de noir et plus que d'habitude, j'ai aussi mis du trait blanc. Donc le trait blanc, lui, il est obtenu avec de la drawing gum, qui est un truc que j'avais jamais utilisé avant, bien que ce soit un truc de petit enfant. Finalement, c'est une sorte de petit vernis qui se pose soit à la plume, soit au pinceau. Et puis on passe l'encre par-dessus, et une fois que l'encre est sèche, on enlève la drawing gum, et le trait gardé blanc a été protégé par la drawing gum. Et donc ça permet de faire des traits blancs. Après, ça fait les traits blancs par terre, et c'est très sale. Les traits blancs, c'est-à-dire par exemple quand on a des aplats noirs en fait, et le trait blanc va permettre de faire du relief dans le dessin noir, de découper les formes. Par exemple, là on a un chapeau haute forme, et ça va permettre de découper la forme du chapeau et de pas juste avoir un gros rectangle noir. C'est ça. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait reparler un peu plus? Alors, voilà, je te disais que dans Au Bonheur des Dames, il y a une place importante qui est donnée aux personnages féminins, mais ça, en fait, c'est dans tout ton travail qu'on va croiser des personnages féminins, des femmes fortes ou des femmes assez particulières. Parce que là, on parlait de Denise Baudu, donc qui est quand même, qui a l'air fragile en apparence, mais qui est très indépendante. Autant, elle est indépendante financièrement, elle est indépendante dans la vie qu'elle choisit de mener, et de rester célibataire farouchement. Mais par exemple, il y a ta série Milady de Winter, donc où c'est Milady de Winter, c'est un personnage qui est inventé par Alexandre Dumas, et c'est une femme qui est vengeresse, qui est une mauvaise mère parce qu'elle abandonne plus ou moins son enfant. Elle est pas très aimable, mais par contre, elle se laissera pas dicter sa conduite par un homme. Il y a beaucoup ce genre de personnages qui reviennent dans ton travail. Oui, sûrement. Pardon. Non, mais je sais pas. Je suis une femme, je suis féministe. Je pense que ça m'intéresse de déployer des destins de femmes. Après, c'est pas pour autant que les hommes m'intéressent moins, mais c'est vrai que, notamment sur Milady de Winter, ce qui m'avait poussée à faire ce livre, c'est que j'aime énormément Dumas. J'ai vraiment lu beaucoup de livres de lui avec passion. Et j'avais pas envie de lire Les Trois Mousquetaires parce que ce que j'en avais vu comme adaptation au cinéma me donnait l'impression que c'était vraiment un truc de garçons dans des tavernes qui se battent et qui était un peu manichéen et un peu frontal. Donc j'avais la flemme de lire ce livre. Et un jour, je me suis dit que quand même, ça restait du Dumas et qu'il y avait peu de chances que ce soit mauvais. Donc je me suis un peu forcée. Et évidemment, j'étais très surprise par le livre et par sa complexité et d'à quel point je trouvais pas que Dumas avait particulièrement donné le beau rôle aux mousquetaires et le mauvais rôle à Milady. Je trouvais ça vraiment très étonnant qu'on en ait ressorti ça et que le grand public ait retenu ça de ce bouquin qui, à mon avis, est vraiment plus compliqué que ça. Et du coup, ça m'intéressait de livrer ma version à moi et de voir comment, si on se consacrait au personnage de Milady, quelles pouvaient être ses raisons d'agir. Et pas de la blanchir particulièrement, parce que finalement, elle fait des trucs qui sont vraiment très limites, comme l'assassinat de Constance. Il y a des trucs dans ses actions qui sont pas particulièrement sauvables. Sauf que les mousquetaires se comportent comme des pourris, mais eux, ça pose problème à personne parce que c'est des soldats. Et elle, c'est pas une soldate, donc du coup, ça devient un monstre. C'était plus cette dissymétrie-là qui m'intéressait d'attaquer. Et c'est vrai que de toute façon, il y a une dissymétrie de traitement entre les hommes et les femmes et que c'est toujours intéressant d'aller gratouiller à ce niveau-là et d'aller décortiquer ce qui se passe. Même si je suis pas philosophe, je suis pas théoricienne et ce qui m'intéresse, c'est un rendu émotionnel de ça et de... Oui, mais ça marche très bien. C'est vrai que c'est super intéressant dans les 2 tomes de Milady de Winter de voir qu'en fait, les mousquetaires,
déjà, ils sont pas un seul bloc, mais ils sont tous avec des points de vue ou des caractères, des tempéraments différents, et qu'ils sont pas tous super reluisants en fait. Enfin, il y en a qui se comportent un peu comme des gros nuls, et en même temps c'est des héros, mais bon, c'est quand même. Mais justement, je trouve que Dumas, pour le coup, il leur en a mis plein la poire aussi, parce que finalement, dans 20 ans après, les mousquetaires se retrouvent dans deux camps séparés. Ils s'opposent deux par deux. Et dans 20 ans après aussi, au tout début du bouquin, D'Artagnan est pile à l'endroit où il est resté 20 ans avant. Il a eu un avancement à la fin des Trois Mousquetaires, et 20 ans après, c'est juste un loser, D'Artagnan. Et c'est intéressant de voir que non... Dumas les voyait pas juste comme des héros, réellement. Et d'ailleurs, eux-mêmes regrettent un peu ce qu'ils ont fait à Milady. Ils sont pas hyper fiers d'eux non plus dans 20 ans après. Et il y a autre chose qui, je trouve, est assez marquant quand on voit tous vos livres. Il y a deux choses qui ressortent. Il y a voilà, des figures de femmes, mais il y a aussi quand même la figure de la question du genre, et voire des inversions de genre, parce que il y a quand même donc il y a vos deux tomes de la série Le Chevalier d'Éon, qui est une série historique où là c'était un chevalier qui était tenu de se travestir en femme pour son travail. Et il y a votre dernier livre qu'on a ici, que vous pourrez emprunter aussi pour ceux que ça intéresse à la fin. Donc ça s'appelle La vie mystérieuse, insolente et héroïque du docteur James Barry, né Margaret Bulkley. Et donc là, c'est historique également. C'est en fait une femme, donc Margaret Bulkley, qui s'était faite passer pour un homme durant toute sa carrière pour pouvoir travailler en tant que médecin. Et ça fait déjà 2 séries où cette question-là du genre revient sur le devant de la scène. D'ailleurs, le docteur Barry, comme c'est pas moi qui suis scénariste dessus, j'avoue que j'ai presque failli refuser parce que je me disais que ça faisait un peu trop écho à Déon et que j'allais me cantonner dans un truc. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment un thème qui m'intéresse beaucoup, le genre, et ce que ça nous fait, comment on réagit à cette assignation qu'on reçoit à la naissance. Je crois que finalement, moi j'ai grandi dans les années 80 avec l'impression que tous les combats étaient plus ou moins gagnés et que finalement l'égalité des genres c'était bon, que le racisme ça n'existait plus et que c'était bon, enfin, qu'on avait gagné, qu'on allait tous vivre en paix et dans l'égalité. Après, en grandissant, je me suis rendu compte que peut-être je m'étais un peu gourée. Et surtout que c'est des choses qui sont parfois insidieuses et complexes et c'est vrai que j'ai un souvenir vif de l'adolescence et du moment où me sont poussés des seins et des fesses et cette espèce d'hébétude devant ça, de me dire oh non mais c'est pas possible quoi, qu'est-ce que je suis en train de devenir, je suis juste un espèce de monstre tout en courbe et je voulais pas être ça, je voulais pas être un garçon non plus, hein, mais je voulais pas être cette espèce de femelle que j'étais en train de devenir. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me rend extrêmement heureuse. Et c'est vrai que depuis, j'ai eu un fils qui a 7 ans et quand il s'agissait de l'habiller dans les supermarchés, tout de suite, dès les bodys en 6 mois, on voit sur les côtés féminins les slogans du genre princesse à sa maman et les garçons le plus fort de la crèche, les garçons ont des tigres, des lions, des ours polaires, les filles ont des chatons et des licornes, les garçons ont le bleu marine, le bordeaux, les filles ont le rose, le orange. On peut pas trouver une fringue de petite fille sans avoir une fronce ou un petit nœud dessus. Et je me suis retrouvée un peu malmenée par ça, d'autant plus que mon petit garçon, lui, il a envie d'avoir les cheveux longs et qu'il adore les paillettes. Et à un moment donné, il m'a dit « je voudrais être une fille pour avoir les cheveux longs ». Je lui ai dit « mais fais-toi pousser les cheveux, t'as le droit d'être un garçon aux cheveux longs, il n'y a pas de souci ». Mais après, voilà, il se retrouve à assumer le fait que tout le monde le prend pour une fille
il se bagarre avec sa propre volonté et l'image qu'on lui renvoie par rapport à ça, ce qui est pas tellement, ça n'a pas l'air d'être un problème pour lui, mais tout ça pour dire que même quand on se dit non mais je peux faire ce que je veux, oui on peut faire ce qu'on veut, mais il y a quand même un fond de regard social auquel on ne peut pas échapper. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Quelles sont les batailles qu'on choisit de mener? Quelles sont les batailles qu'on trouve sans intérêt? Il y a une histoire que j'aime beaucoup, que je me suis toujours dit aussi que j'adapterais peut-être un jour, c'est l'histoire d'Herculine Barbin, qui était une hermaphrodite du 19e siècle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce personnage. C'est quelqu'un qui a été élevé en tant que femme, et dans des pensionnats de jeunes filles, et qui s'est préparée à la vie d'institutrice. Et donc toute sa jeunesse, elle a été parmi des jeunes femmes, et elle avait un rapport d'amitié très fort avec certaines jeunes femmes. Donc. Et à un moment, elle s'est rendue compte qu'elle était tombée amoureuse de l'une, et elle s'est rendue compte aussi que sexuellement, il se passait un truc, et que elle avait été mal étiquetée. Et en fait, elle est allée voir des médecins pour se faire changer de genre et pour se faire ranger chez les hommes. Et ça a complètement détruit sa vie. Parce que tout ce pourquoi elle s'était préparée en tant que femme, à savoir le boulot d'institutrice, elle a plus pu l'exercer. Elle s'était habituée à une amitié assez tendre et elle s'est retrouvée rejetée dans le milieu des hommes parce que forcément, elle ne pouvait pas parler de son passé. Et du coup, c'est quelqu'un qui est mort dans la solitude et dans le dénuement quelques années après avoir changé de genre. Et son histoire, je l'ai trouvée vraiment, vraiment terrible. Alors que finalement, c'est quelque chose qui devrait avoir assez peu d'importance, quel est notre genre. Dans la mesure où on sait faire des choses, elle avait appris un métier, elle pouvait l'exercer, on se dit quand même que ça détruise une vie. C'est qu'on accorde vraiment trop d'importance à ce truc-là. Ce qui change quand même... ça se passerait plus exactement pareil aujourd'hui, mais la question reste toujours autant d'actualité par contre. Oui. Ben oui, puisqu'il y a encore eu des adolescents transgenres qui se sont suicidés il n'y a pas si longtemps. Et vous-même, vous êtes dessinatrice et donc vous exercez dans un milieu qui est quand même au départ un milieu grandement masculin. Il y a quand même eu... historiquement, il y avait peu de dessinatrices et c'est surtout un milieu d'hommes au départ. Et est-ce que vous avez ressenti votre place de femme, peut-être plus aujourd'hui, peut-être en commençant, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous d'être dessinatrice? En fait, c'est marrant parce que récemment, il y a eu une enquête de Mediapart sur le MeToo du milieu de l'édition. Et du coup, j'ai reçu un mail de la journaliste pour voir si dans le milieu de la bande dessinée, qu'il y avait des trucs à dire aussi. Et effectivement, j'ai pas répondu parce que j'ai jamais eu l'impression que c'était un problème. J'ai toujours eu un rapport assez sain à ce niveau-là avec mes éditeurs. Il y a quelques trucs un peu... Une fois, il y a eu un article qui est paru où les femmes de la bande dessinée étaient appelées frimousse de choc. Ça, typiquement, on a envie de dire aux journalistes, relis-toi, quoi. Mais... Ouais. Mais ça reste de l'ordre de l'anecdote et c'est pas super violent. Pour moi, non. Après, je vis très retirée du monde aussi. Comme je suis pas à Paris, je les vois pas... Ouais, mais vous êtes jamais... Il y a eu aucun moment où vous êtes sentie limitée dans votre travail par votre statut de femme dessinatrice? Non. Ouais. Après, parfois, il a pu m'arriver d'avoir l'impression qu'on m'aurait plus prise au sérieux si j'avais été un homme. Mais ça, c'est pas sûr. C'est une impression. Donc... D'accord. C'est bien, c'est plutôt positif. Oui. Cool. Non, mais globalement, c'est un milieu quand même relativement protégé, la bande dessinée, où les gens sont vraiment... Les auteurs entre eux sont peu compétitifs. Il y a quand même une vraie fraternité entre les auteurs. Et les éditeurs, souvent, sont des gens très bien aussi, qui ont parfois un boulot vraiment dur, parce qu'ils se retrouvent entre le ziste et le zeste. Finalement, c'est quand même du commerce, ils sont censés vendre des livres, et donc l'éditeur, c'est ce qui fait le lien entre la partie commerce et la partie artistique.
et ils n'ont pas envie de sacrifier leurs auteurs, mais ils sont quand même obligés de tenir leurs objectifs financiers, sinon c'est eux qui traquent. Et du coup, honnêtement, la plupart des bons éditeurs, de ceux qui sont vraiment à l'écoute de leurs auteurs, finissent à un moment ou à un autre en burn-out. Ce qui n'est pas très gai, mais... Et vous avez ressenti des évolutions, ça fait 15 ans à peu près que vous dessinez, que vous faites des livres. Vous avez ressenti une évolution à n'importe quel niveau en 15 ans dans ce milieu-là de l'édition de bande dessinée? Financièrement, ça devient de plus en plus difficile, effectivement, d'avoir des avances sur droit à peu près gérables. Non, sinon pas plus que ça. Je sais pas trop. D'accord. J'aimerais bien qu'on parle un peu. Là, on avait mis quelques BD de côté, mais que vous parliez un peu dans votre parcours personnel. Alors, soit des auteurs qui vous auraient influencé, soit des auteurs que vous aimez particulièrement, ou un livre qui vous aurait particulièrement marqué à un moment donné. Enfin, est-ce que vous pourriez comme ça partager un peu des noms, des titres, et puis on peut montrer ceux qui sont mis là, mais on peut parler d'autres choses aussi. D'accord, là déjà Peau d'homme que vous avez lu comme numéro 1, il est vraiment superbe. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors mon chouchou historique c'est Réserve, que je lisais en cachette quand j'étais petite. Alors on a mis Janine de côté de Réserve. Et du coup je pense que la parenté n'est pas forcément évidente avec mon dessin, mais c'est vrai que j'ai le souvenir d'une expo qu'il y avait eu à Beaubourg qui était vraiment super belle, où il y avait notamment une vidéo de Réserve dans une plage belge qui s'appelle Blankenberge. Et j'avais été assez éblouie par la lumière de ce type-là. Et c'est vrai que c'est des dessins qui peuvent avoir l'air un peu vachards comme ça, mais qui sont soutenus par beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour pour les gens. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche, parce que je trouve qu'on peut toujours se moquer, qu'on peut toujours être dur avec ces personnages, mais pour moi, il faut que ce soit soutenu par de l'amour. Quand c'est trop sec émotionnellement, j'ai du mal à m'y reconnaître. Donc pour ça, Réserve, c'est un peu le must. Et puis c'est quand même c'est l'école du mouvement et de la vitalité. Et aussi de l'efficacité. Il y a une citation de Réserve que j'aime beaucoup, où il dit que quand on fait un dessin, il faut toujours avoir en tête ce qui est important dans ce qu'on essaye de dire. Que par exemple, si on dessine un ivrogne, il faut commencer par le nez. Si on dessine un mec qui glisse sur une peau de banane, il faut commencer par la peau de banane et par le pied. Un mec accoudé, on va commencer par faire le poids de sa joue. Enfin, il faut toujours avoir en tête qu'est-ce que réellement on essaye de dire. Et je trouve ça assez beau comme concept. Et puis en plus, c'était aussi un précurseur sur un certain nombre de trucs, notamment les utopies écolo. Il y a beaucoup de planches de Réserve sur l'écologie, sur l'éolien et toutes sortes de choses avec des visions un peu utopiques et fantaisistes. Et voilà, je trouve ça assez porteur, Réserve. Et puis voilà, les trucs qui m'ont donné envie de faire de la bande dessinée quand j'étais au lycée. Donc c'était Johann Svar, pas celui-là, pas le... Là, j'avais sorti le chat du ravin parce que justement, vous aviez travaillé au dessin animé. C'est ça. Donc c'était pour faire un clin d'œil à ça. Mais sinon, c'était quoi de Johann Svar à l'époque ? C'était le petit monde du golem, que j'avais vraiment... Enfin, le dessin m'avait beaucoup parlé à l'époque. Je faisais une mise à niveau d'art appliqué et je l'avais montré aux camarades de la classe qui m'avaient dit « c'est nul, même toi tu dessines mieux ». C'est ça. Je suis pas restée longtemps dans cette classe. Je suis partie assez vite. Et du coup, j'étais tombée amoureuse du dessin de Johann. Et à l'époque, donc j'avais 16-17 ans, c'était les débuts d'Internet à la maison. Et j'avais pris mon courage à deux mains et j'avais écrit un mail de fan. Et donc j'avais écrit un petit mail en me disant « j'adore ce que vous faites, moi aussi j'aimerais bien dessiner ».
Et j'avais envoyé ma toute première planche de bande dessinée et il avait été extrêmement sympa parce qu'il m'avait répondu dans la journée et il avait été très encourageant et donc du coup je le considère quand même un peu comme mon parrain, d'autant qu'ensuite il m'a donné du boulot sur le dessin animé d'adaptation du Chat du Rabbin, alors qu'en plus vraiment je servais tellement à rien. Enfin, ça c'est une idée à la gomme, à la Joanne. Il s'était dit que le dessin animé garderait plus sa spécificité d'auteur de BD s'il collait dans les pattes des animateurs, des dessinateurs de BD. Donc évidemment, je m'étais retrouvée là avec Grégory Albaz, avec Vincent Perriot, avec Gabriel Chemoul, un certain nombre d'autres jeunes dessinateurs à l'époque. Et on servait à rien, on foutait juste la merde dans la belle chaîne bien huilée du dessin animé. Donc ça a duré quelques mois où juste on a mis des bâtons dans les roues du projet sans faire exprès, en essayant vraiment de faire au mieux. Mais par exemple, je sais pas si vous connaissez un peu le processus du dessin animé, mais il y a des moments où il faut faire des turnovers. Ça veut dire que les personnages, pour que les animateurs soient capables de les représenter dans toutes les positions, il faut bien les fixer, bien avoir fixé à quelle hauteur est le nez, les yeux, machin. Et donc pour ça, il faut dessiner le dit personnage sous un peu tous les angles. Et donc avec Grégory Albaz, on s'était retrouvés à essayer de faire des turnovers. Et évidemment, nos nez étaient jamais à la même hauteur. On y a passé 2 semaines à essayer de faire des turnovers de personnages, mais ça ne marchait pas parce qu'on est trop... La bande dessinée, c'est beaucoup moins technique quelque part que le dessin animé, donc on était incapable de faire ça. Mais bon, c'était une expérience. Et puis vous avez mis aussi du Daniel Klaus de côté. Donc là, j'ai pris les 2 titres qu'on a ici à la médiathèque. On en a d'autres dans d'autres médiathèques, à Robert Desnos par exemple. Et donc Daniel Klaus aussi, c'est quelqu'un qui a été important pour vous? Oui, et là c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un dessin qui, de prime abord, me paraissait complètement rebutant par contre, parce qu'il est très froid, très... Je sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est... Pour le coup, c'est l'inverse de Réserve, c'est vraiment pas le mouvement Daniel Klaus. Et par contre, il y a une finesse émotionnelle et une fantaisie qui est vraiment très touchante et très à part. Et donc ça aussi, Ghost World, ça m'a fait voyager parce que quand je l'ai lu, j'avais à peu près l'âge des héroïnes. Et c'est aussi, ça décrivait bien le sentiment d'errance adolescente que je ressentais à l'époque et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment très fort. Ouais, je pense que s'il y en a un qu'il faut conseiller pour commencer Daniel Klaus, si vous connaissez pas, c'est Ghost World, qui a été adapté en film aussi et les deux sont super bien. Film. Ouais. Avec un des premiers rôles de Scarlett Johansson. Oui, Scarlett Johansson, toute jeune, toute adolescente. Par ses collègues Thora Birch, qui par contre n'a pas fait carrière tellement. Non, elle avait eu un rôle d'acteur enfant dans Hocus Pocus à l'époque, mais non, on l'a pas beaucoup vu après. Ouais. Oh, il y a comme un gant de velours pris dans la fonte aussi pour les gens qui aiment les trucs plus trash. Si, par exemple, il y a un personnage qui se fait enlever les yeux et nettoyer les cavités oculaires par des crevettes. Oui, mais l'histoire se suit moins, par contre, elle est beaucoup plus décousue. Oui, c'est plus décousu. Et vous l'avez un peu dit tout à l'heure parce que vous avez aussi un travail de parolière, mais en fait vous écrivez des chansons et vous chantez dans un groupe qui s'appelle Esprit Chien. Oui. Et quand j'ai appris ça, moi au départ, ma première réaction ça a été c'est un peu bizarre parce que habituellement les dessinateurs, on les imagine plutôt à aimer rester dans leur coin, à leur bureau, à faire leurs petits dessins, et être chanteuse, c'est se mettre au premier plan, c'est se mettre en scène, c'est faire des concerts. Et j'avais l'impression au départ qu'il y avait un peu une contradiction dans les termes, mais est-ce que ça... Non, mais si, il y en a une. Il y en a une ? Ouais, non, il y en a une. Il y en a une, pour moi, c'est terrible. J'ai fait un peu de théâtre quand j'avais 16 ans, mais ça commence à dater bien, quoi. Et monter sur une scène quand on a l'habitude de pas être vu, non, c'est assez terrible. Et justement, là, j'ai un peu retrouvé mes problématiques de genre que j'avais évacuées en bande dessinée, où j'ai pas l'impression que ce soit un problème, ni même une question, le fait d'être une femme. Et sur une scène, au moment de chanter, il n'y a pas le premier truc que perçoivent les gens, c'est que c'est une voix de femme et une aura de femme.
Et qu'est-ce que je fais avec ça? Et qu'est-ce que je fais du fait que je suis une petite meuf? On m'a toujours renvoyé une image de petite meuf. Je suis une petite nana menue avec des joues roses et des yeux bleus et avec un air vaguement innocent, ce qui m'a toujours gonflé, mais on est ce qu'on est, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait de ça sur une scène et qu'est-ce qu'on fait de sa voix? Il y a plein de trucs intéressants sur la voix. Les Américaines, je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là, comme on prend plus au sérieux les gens qui ont une voix grave, il y a un phénomène qui fait que les Américaines baissent leur voix de façon semi-consciente, mais comme c'est pas leur tessiture normale, ça fait une espèce de vibration désagréable qui s'appelle le vocal fry. Et Paris Hilton aussi, j'avais entendu une fois qu'elle disait qu'elle avait cultivé une voix de petite fille en se rendant compte qu'elle obtenait vachement plus de trucs des mecs comme ça. Et il y a vraiment un truc sur le rapport à la voix et qu'est-ce qu'on en fait, Il y a une part qui est inconsciente et il y a une part où quand même on essaye de dégager quelque chose de façon plus ou moins consciente et de diriger ça. Et non, mais voilà, le travail que je fais en musique, il m'emmène un peu sur ces voies-là, sur le fait que je suis presque viscéralement incapable d'exprimer de la colère, mais sur une scène, il faut quand même que je le sois. Et ça implique que j'arrête d'éteindre ma voix, ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours parlé moins fort que ma nature aurait eu tendance à le faire, parce que quand j'étais gamine, ma mère me disait que je parlais trop fort, et du coup, je me suis petite souris grisisée, et réussir à sortir de décennies à éteindre son énergie, c'est pas simple. D'autant plus quand on a un boulot aussi déconnecté du corps que le dessin. Du coup, c'était un gros challenge au départ. Ah ben ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ouais. Et le travail du dessin, il vient des fois compléter parce que je sais que vous faites avec votre groupe des concerts dessinés aussi, mais là, il y a Saint-Jean qui est un autre dessinateur qui participe au projet, donc c'est plutôt lui qui fait du dessin, ou toi aussi? Sur le concert dessiné, c'est que Saint-Jean, donc Saint-Jean avec qui on a fait le Tristan et Iseult. Mais par contre, ce projet-là, donc Esprit Chien, ça existe depuis à peu près 5 ans. Mais le projet sur lequel on travaille en ce moment, qui s'appelle Les Bâtards de Zeus, c'est un truc qui est vraiment multifacette, parce que c'est un projet de livre que je vais dessiner moi, avec de la musique dedans, donc une chanson par chapitre. Et par ailleurs, comme on s'était vachement bien amusé à faire ces 8 chansons-là et qu'on les avait jouées sur scène, on a augmenté le spectacle, donc maintenant il y a 16 chansons. Et donc le concert dessiné, là, c'est pas moi qui dessine, mais Saint-Jean. Et il y a un disque en parallèle qui vient de sortir. Donc c'est un truc qui, au gré des rencontres, c'est un peu enrichi. C'est un projet marrant parce que la mythologie grecque, ça me fascine depuis toujours. Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis 10 ans. Et c'est la ville du Havre qui a un étrange programme qui s'appelle la Bande des Havrais, où ils envoient des artistes havrais en résidence où ils veulent pour faire un projet artistique. Et du coup, moi, ils m'ont envoyé dans les Cyclades pendant 1 mois pour écrire un scénario de bande dessinée et des chansons. Donc, c'était une des expériences les plus magiques de ma vie parce que j'ai construit ce scénario en marchant toute la journée. Je marchais dans la poussière au milieu des chèvres. Et le soir, je rentrais et j'essayais d'écrire ce qui m'avait traversé la tête dans la journée. Et comme je partais avec de l'argent public et que je suis un peu coincée, ce scénario que j'arrivais pas à écrire depuis 10 ans, là, comme c'était inenvisageable pour moi de rentrer de Grèce sans rien, là, il a réussi à sortir. Donc c'était un peu magique. Et après, la ville a aussi payé du travail en studio parce que pour l'instant, c'était un groupe très expérimental, très garage finalement. Et là, on a eu droit d'avoir un arrangeur. Et c'est un travail que je connaissais pas du tout, le travail d'arrangement, parce que finalement, quand on dit arrangeur, on se dit oui, bah, il fait un peu mieux. Mais non, il change complètement la couleur d'un morceau, ce que je savais pas avant de faire ce truc-là. Et donc, ça nous a emmenés complètement ailleurs. Et pareil, on a fini par trouver une metteuse en scène qui nous coach pour le spectacle, et ça aussi,
ça a complètement changé le visage du truc. Et justement, comme le boulot de dessinateur est extrêmement solitaire, c'est magique d'avoir une zone où la rencontre fait rebondir un projet collectif. Et où on peut vraiment être dans une construction un peu organique et un peu au jour le jour, c'est très très agréable. Même si à côté de ça, le collectif, ça rend fou. Je connaissais pas avant de faire ça, mais je pense qu'avec mon collègue, il y aura un moment ou un autre où on se cassera un pichet sur la tête. On a réussi à tenir 5 ans sans le faire, mais à un moment... Mais après, vous pouvez décompresser quand vous dessinez toute seule un livre dans ça. votre coin et ça Ouais. s'équilibre. Ah bah oui, je pense que si je devais vivre avec Philippe, ça se passerait mal. Et je sais pas si vous aviez remarqué, mais justement, à la fin du Bonheur des Dames, il y a une page avec la chanson du bonheur. Et en bas, vous avez un lien vers le SoundCloud d'Esprit Chien, donc vous pouvez aller écouter le morceau, qui est un morceau qui existe vraiment. Voilà, sur Internet, qui complète le livre. Et ben, en fait, j'avais plus qu'une question à poser dans le déroulé que j'avais prévu. C'est simplement, à quoi est-ce que tu travailles actuellement? Enfin, au niveau des livres, il y a un nouveau projet de livre en cours. Bah, le gros projet, c'est ça, c'est Les Bâtards de Zeus. Ouais. Donc je viens de finir le crayonné et ça va faire 198 pages. Donc ça va être un beau bébé. Et le scoop du moment, c'est que je vais faire mon premier livre jeunesse aussi. Et ça... livre jeunesse de littérature? Album. D'accord, parce qu'il y a eu déjà, par exemple... j'ai plus le titre en tête. Le journal d'Aurore? Oui, le journal d'Aurore, c'était adolescent mais un peu jeunesse aussi. Mais là c'est pas une bande dessinée, c'est vraiment un album jeunesse. Ok. Et ça fait 4 ans que je gratouille dessus et que j'arrive pas à m'en sortir et là j'ai enfin réussi. Donc je suis contente. Donc toujours continuer en fait à alterner entre l'édition jeunesse et les livres adultes. C'est surtout qu'il... Bah oui, il y a une alternance à faire, mais pas forcément jeunesse, adulte, mais il faut faire en sorte de ne pas s'embêter, parce que finalement, un livre, avec la mode du roman graphique, c'est des machins qui font 120 pages minimum, donc à peu près 1 an de travail. Donc il faut... Enfin, moi, je sais que quand j'ai fait 1 an de noir et blanc, après j'ai envie de faire de la couleur, et... Enfin, c'est ça, il faut juste se dépayser suffisamment pour que ce soit pas la routine, quoi. Et de faire des illustrations pour changer de la BD, etc. C'est ça. Ouais. Et puis effectivement, le fait de faire de la scène avec Esprit Chien, ça fait une récré supplémentaire, un bol d'air. D'accord. Et ben, est-ce que vous avez des questions à poser à Agnès Maupré? Je vous aurais bien, en temps normal, je vous aurais passé le micro, mais vu que mon micro ne marche plus, parlez un peu fort si vous avez une question, et on vous écoute. Sinon, il y a le lien. Bon, on est un petit comité, je pense que si on parle juste suffisamment fort, on peut s'entendre. Est-ce que vos livres ont été adaptés à l'étranger? Non. Comment? Non, j'ai jamais été adaptée à l'étranger. D'accord, il y a aucun livre qui a été traduit? Non. Alors, comme c'est HCC, il y a pas mal de... Non, mais ça se fait pas mal, c'est mais... C'est bizarre. Ouais, je sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Mais non, on me l'a jamais proposé, du coup. Il faudrait démarcher, sinon. Ouais. Oh, j'en ai marre de démarcher, je passe ma vie à ça. Et cinéma aussi, il y a pas eu de proposition? Alors, il a été question à un moment de faire un truc avec Milady de Winter, mais c'est... Enfin, je sais pas, après ils m'en ont plus reparlé, mais... Mais non, mais ça aussi, je crois que je suis un trop petit auteur. Hein. Ouais, mais comme on en parlait en off avant la rencontre, bah, c'est quand même une carrière qui est en pente ascendante. Oui, après, pour autant, je suis pas sûre que je vais aller beaucoup plus haut. On sait jamais. Tout est possible. Tout est possible. Et puis peut-être je ferai l'Olympia avec mon groupe. J'ai une question technique parce que ça m'intrigue. Une table lumineuse pour ancrage, ça veut dire vous faites quoi sur une table lumineuse? Bah en fait c'est comme décalquer, sauf qu'au lieu de dessiner sur une feuille de calque, on dessine sur une feuille de papier épaisse. Donc en fait ma table lumineuse c'est une caisse de vin avec un néon
et je pose mon crayonné que je scotche et du coup je décalque en voyant mon crayonné par luminosité. Et ça permet en fait d'ancrer et de pas avoir à gommer derrière, c'est ça? Ouais. Ça abîme pas la feuille ni le noir de l'ancrage? Parce que moi, en tout cas, quand je fais mes crayonnés, j'appuie comme une bourrine et je les gomme 1 milliard de fois et je change beaucoup les positions des personnages. Donc, jamais de la vie je pourrais ancrer sur ces feuilles-là parce qu'elles sont immondes. D'autant que je travaille avec un crayon bien gras. Donc, il faut vraiment une feuille propre pour se poser dessus. Après, j'imagine que quand on scanne, parce qu'aprée, il y a des gens dont c'est le métier de scanner les planches pour les numériser. Ouais. On peut quand même un peu nettoyer une planche au moment du scan, mais ça demande peut-être trop de travail, c'est mieux de... En fait, c'est comme tout, c'est un budget. Donc, globalement, l'éditeur, si tu peux scanner tes trucs, toi, ça l'arrange. Ah oui? Ouais. D'accord. Moi, en général, je demande quand même à ce que ce soit eux qui le fassent parce que mon scan n'a plus de 10 ans, donc c'est vraiment une épave. Et oui, après, on peut nettoyer, mais ça aussi, s'ils doivent y passer 3 semaines, après, ils t'en veulent un peu. D'accord. D'autres questions? Bon, j'ai... Est-ce que vous avez sorti des DVD ou des disques? Des disques? Ouais. Alors, il vient juste de sortir. Il est disponible sur le Bandcamp d'Esprit Chien. Là, j'en ai pris 3 au cas où, si jamais vous voulez acquérir un disque des Bâtards de Zeus. Donc sur internet, vous tapez Esprit Chien Bandcamp. Bandcamp, c'est en anglais B-A-N-D, comme un groupe, Camp, C-A-M-P. Et ça permet d'écouter librement, gratuitement, légalement. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Il y a des livres à emprunter, d'autres livres d'Agnès Maupré que vous ne connaissez peut-être pas. Il y a encore les livres du jury si jamais vous en aviez raté dans l'année. Et il y a bien sûr toutes les bandes dessinées d'Agnès Maupré et du jury BD de cette année qui sont disponibles avec notre libraire Impression, juste au fond de la salle. Donc vous pouvez, si ça vous intéresse, en acheter. Agnès Maupré peut rester encore un petit moment avec nous pour dédicacer les BD si vous en voulez. Pas trop longtemps parce qu'après elle rentre au Havre. Mais voilà, profitez-en encore un petit moment si vous le souhaitez. Et merci beaucoup de votre attention, d'avoir suivi avec nous cette saison de jury, même si c'était un peu compliqué de garder le contact et de faire des événements très conviviaux cette année. Et on va espérer que l'année prochaine ce soit un peu plus vivant, un peu plus convivial si on peut. En tout cas là on était super contents aujourd'hui de faire cette journée avec la fresque, la sérigraphie, un peu tout ça. Ça fait quand même une petite bouffée d'air frais, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et merci Agnès Maupré.